Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai besoin tout d'abord de savoir si vous m'entendez, si vous me voyez. Merci de me confirmer sur le chat, s'il vous plaît. Super. Je vois que ça arrive. Il y en a beaucoup de connectés aujourd'hui. Écoutez, bonjour de nouveau. Je me présente Augustin Valero, vous connaissez certains d'entre vous. Avant de passer à une rapide présentation du cabinet ainsi que des deux participants, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la conduite et animation de réunions. Elle vous manque, clairement, en ce moment surtout. Mais bon, il y a des réunions virtuelles qui peuvent se faire aussi. Euh, on les adore en général. En tout cas, on aime bien en faire partie. Et vous allez voir que on a beaucoup de choses à améliorer au quotidien sur ces sujets-là des réunions de travail, qu'elles soient en direct ou en webconférence. Rapidement, le Florian Mansion Institute que vous connaissez déjà avec cette série de webinars qui nous font progresser dans le management. Nos activités, principalement le conseil en recrutement, notre placement, la formation bien évidemment, le bilan de compétences, le coaching, le conseil RH. Donc plus de 44 ans d'expérience en la matière et surtout voilà, une expertise dans des thématiques que sont le côté le recrutement de commerciaux, les fonctions RH et des managers. Je passe rapidement sur mon CV. Je suis Augustin Valero, associé au sein du Florian Mansion Institut. Je le dirige maintenant depuis 20 ans avec Loïc Douillère et Florian Mansion. Et j'ai une vie associative très riche puisque je suis trésorier de la Chambre de commerce de Montpellier, membre, en tout cas la Chambre de commerce de l'Hérault, membre du MEDEF Hérault également aussi, et donc associé au sein du cabinet depuis une vingtaine d'années. Philippe, à toi. Bonjour à tous et merci d'assister à cette réunion, vaste réunion. Donc Philippe Aymar, je suis le consultant du Florian Mansion pour le Gard. Je suis ancien Nîmois pendant 20 ans et alésien depuis 2 ans. Mon parcours également très varié, formation initiale Sciences Po Paris, admission HEC, maîtrise d'AES, et un parcours à la fois de dirigeant, de transmetteur via l'enseignement, de patron de service dans les collectivités territoriales et également dans la communication et le spectacle. Ça, c'est ma passion à côté. Allez, super. Merci Philippe. Alors, on va tout de suite attaquer par notre présentation, mais tout d'abord, je rappelle que, vu le succès que nous avons connu avec nos derniers webinars, eh bien, on a rajouté de date. On va aller jusqu'au 5 mai. Ça tombe bien. On avait prévu le coup avec notre ami Macron. On terminera donc par ce dernier webinar sur comment préparer la reprise d'activité en s'inspirant de méthodes militaires. Donc, vous aurez l'occasion d'apprendre pas mal de choses avec Claude Roulier et Loïc Douillère qui animeront tous les deux ce webinaire. Alors, pourquoi ce sujet des réunions? Tout d'abord, parce qu'elles font partie de notre quotidien. Il faut être bon en animation, il faut être bon en conduite. Et on va faire un petit peu le point sur ce que… on va dire que on a tous un avis sur les réunions. Et il y a une étude qui a été faite par un site qui s'appelle Cadréo, auprès de 634, comme vous le voyez sur le slide. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 9 cadres sur 10 déclarent participer à des réunions régulièrement. Alors, on va se poser la question maintenant de savoir si elles sont trop longues, à quoi ressemble vraiment une réunion idéale. Elles sont trop courantes ou pas. Et donc, au niveau de l'étude, il est dit que 25% déclarent ne faire qu'une seule réunion, voire aucune réunion par semaine. 50% n'insistent pas à plus de 2, voire 3 points d'équipe par semaine. 23% des cas déclarent participer entre 6 et 10, ça commence à faire pas mal. Et 7% en font plus de 10. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de réunions qui se font dans nos entreprises. Alors, aujourd'hui, ce qui est clair, le consensus est que 73% des cadres considèrent que les réunions sont souvent trop longues. 55% pensent qu'elles sont justifiées, donc on est tous d'accord, il faut les faire.
Je crois que vous m'entendez peut-être pas très bien, donc je me rapproche de la caméra. Je rends ça, mais je le fais quand même. Hop, je le remets en place. 94% des cadres, quant à eux, pensent que leur présence est légitime. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on les trouve longs, on les trouve souvent justifiés, mais on veut en être. Hein. On va passer également, selon les cadres, donc une réunion va être ratée à quel moment? Alors, tout d'abord, elle est ratée quand il n'y a pas de décision qui est prise, et ça, c'est le cas pour 60%. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Lorsqu'il n'y a pas de décision, c'est quand même assez frustrant, mais vous êtes très nombreux à penser que cela pose des problèmes. Et également, lorsque l'ordre du jour n'est pas clair, visiblement, vous considérez très souvent, et à hauteur de 45%, que l'ordre du jour n'est pas clair, et surtout, quand elle n'est pas structurée. Il y a des spécialistes de la réunion, il y a beaucoup de réunions qui ne sont pas structurées, qui n'ont pas de début, ni de milieu, ni de fin. Alors, pourquoi on parle de torture? Et là, je vais développer un petit peu. Qu'est-ce qui fait que finalement, on les trouve trop longs ou on est souvent frustré en réunion? Et là, on peut même parfois parler de torture, même si on aime en être, hein, encore une fois. Hein. Il faut savoir que dans la revue des économistes, il est dit que le temps passé sur n'importe quel point à l'ordre du jour sera proportionnellement inversé à la somme de l'argent en jeu. C'est-à-dire que, en fin de compte, on passe trop de temps sur des sujets qui sont totalement inutiles, et ce qui fait que c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu également. J'appuierai cette idée par la loi de Parkinson, qui date de 1957. Alors, pour Parkinson, il y a des questions futiles qui sont traitées en réunion, et malheureusement, on va perdre du temps sur... alors lui, il utilise l'exemple de la construction du centrale nucléaire, mais plus proche de notre actualité, ben voilà, pour construire une cathédrale, perdre du temps sur la couleur du hangar à vélo ou sur les matériaux pour le construire, c'est argent perdu, et c'est la réalité. Je pense que tu connais cette expérience-là, non, Philippe? Oui, absolument. Je peux apporter ma pierre à l'édifice pour en avoir animé beaucoup et en avoir assisté à énormément de réunions, dont la plupart, il faut le reconnaître, étaient parfaitement mal organisées et c'était voire stériles. J'ai un exemple, c'était dans une collectivité territoriale où il fallait se réunir toutes les semaines avec l'ensemble des participants, on était plus de 40, ça commençait à 8 heures du soir, ça finissait à minuit, voire 1 heure du matin, tout ça pour que chacun puisse y aller de son petit couplet et qu'à la fin, il n'y ait pas grand-chose qui puisse en découler de concret. Et je crois que tu aborderas le sujet par la suite, mais c'est aussi important de bien terminer une réunion que de bien la commencer. Exactement. Et comme dit David, quand elles sont trop longues, trop long, hein, c'est pas toujours trop bon. Hein. Alors, on va continuer maintenant sur les hypothèses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos réunions sont trop longues? Et là, vous allez certainement commenter ce que je veux dire. Je pense que certains connaissent ce terme, les réunions de type décision hypo. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour 80% des cadres, ça fait quand même pas mal de monde, 80% des cadres, les réunions sont souvent aboutissent à des décisions qui sont prises plutôt par les gros chefs, ce qu'on appelle les highest paid persons opinion. Donc clairement, ce qu'on appelle hypo, c'est que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, et pour 80% d'entre vous, les décisions qui seront prises, elles vont être prises par les big boss. Et ça, c'est problématique parce que ça empêche que des personnes compétentes prennent la parole. Est-ce que vous voyez l'hippopotame sur les diapos? J'ai des remarques comme quoi la diapo n'est pas la bonne. Pourtant, je suis sur l'hippo. Vous voyez là? Ok, merci. Merci à tous. Alors, un point important, et ça c'est votre vécu à vous, hein, et vous le savez, dès qu'il y a une réunion à laquelle vous n'êtes pas convié, et ça vous direz tous que vous êtes d'accord avec moi, et souvent vous vivez ça comme un problème. La difficulté elle est qu'en fait, finalement, on est plus inquiet par le fait de ne pas être convié à une réunion que de voir ce qu'il y a à y faire réellement. Et le résultat, c'est que pour faire plaisir à
aux collaborateurs, très souvent, eh bien, les managers, les animateurs vont inviter des personnes qui ne sont pas forcément compétentes ou alors concernées par cette réunion. Tu es d'accord avec moi, Philippe, hein? Oui, absolument, Augustin. Je dirais qu'il y a une chose à étudier. Je rebondis sur une remarque de Loïc aussi qui disait faire ou ne pas faire une réunion. La première chose, tu l'as évoqué d'ailleurs, c'est de savoir si la réunion est indispensable. Faut-il vraiment la faire et pas parce que c'est une routine et que régulièrement, tel jour, telle heure, il faut se réunir. La deuxième, c'est qu'il y a un adage qui dit en réunion, on discute des problèmes qu'on devrait être en train de résoudre si on n'était pas en réunion. Donc effectivement, ça passe par sélectionner les personnes qui doivent y être. Et là, je pense que la bienveillance doit passer largement au second plan en faveur de l'efficacité. Moins on est nombreux, mieux c'est, et mieux les personnes sont choisies, mieux c'est encore. Alors, du coup, n'hésitez pas à remplacer la pizza par la quiche. Hein. Je ne veux pas dire que je ne fais pas la promo de Pizzaiolo, quoi, qu'ils en aient besoin en ce moment. Mais voilà, rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la thématique de la pizza. Le syndrome d'acceptation automatique. Alors, ça aussi, c'est un gros problème, Philippe. On se retrouve souvent face à un phénomène qui consiste à accepter de manière frénétique toute réunion qui nous est affichée sur nos smartphones. Vous savez qu'avec des outils applicatifs, on peut inviter les gens, très facilement à des réunions. Et donc, que ce soit des codires, des copières, des COMEX, des copies, des séminaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à accepter toutes les réunions sans se poser de questions. À tel point qu'on a calculé qu'un cadre passait jusqu'à 16 ans de sa carrière en réunion. C'est quand même pas mal parce que 16 ans de votre vie professionnelle, ça commence à faire. Et c'est vrai aussi qu'on considère, et c'est vous qui le dites hein, dans l'enquête, à 80% du temps, cette réunion a été inutile ou trop longue. Donc vraiment, ça fait quoi, Philippe? 12 ans, c'est ça? 12 ans de perdu presque. 12 ans de perdu, oui, c'est pas mal. Si on les met bout à bout, c'est 12 ans. C'est du confinement. Hein. C'est du confinement, on est d'accord. Alors, je parlais de la pizza. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a regardé un petit peu avec l'équipe des FMI, quels sont les managers, quelles sont les tendances que l'on peut voir au niveau des pratiques. Et clairement, cet exemple me plaît bien parce que Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, il a instauré une règle dans ses réunions selon laquelle si avec 2 pizzas, on n'arrive pas à nourrir l'ensemble des participants à la réunion, c'est qu'il y a trop de monde. Donc, clairement, alors je disais tout à l'heure, on remplacera la pizza si vous voulez par une quiche, mais clairement, ça veut dire que la réunion elle doit être restreinte aux seules personnes compétentes. Et on disait tout à l'heure que la bienveillance n'est pas forcément la motivation principale pour inviter des gens. Alors, j'ai Ludovic qui dit qu'il y a différents types de réunions. Oui, c'est vrai, Ludovic. Il y a des réunions de tout type, de différentes formes, qui d'ailleurs doivent respecter des timings, des récurrences différentes. Bien évidemment, on est d'accord. Là, on est plus sur les règles de base pour que la réunion se passe bien et de manière efficace. Tu veux dire quelque chose, Philippe? Je t'ai vu. Oui, alors effectivement, il y avait la remarque que tu viens très judicieusement de mettre en exergue, mais je crois qu'effectivement, une réunion, le succès d'une réunion dépendra beaucoup de son animateur également. Bien sûr, de la préparation, de l'agenda, de la précision, du nombre d'invitations, mais aussi de celui qui va la conduire. Et celui qui va la conduire, il va prendre la parole en public. Donc, c'est indispensable qu'il maîtrise ce sujet-là et qu'il soit, si possible, un leader. Puisqu'il faut arriver à une conclusion à la fin de la réunion, tu en parleras tout à l'heure, et que ça doit se conduire du début à la fin dans le respect d'un timing précis. Bon, je vois que Thierry nous fait bien rire. Les chefs sont toujours gros, oui. Et surtout, si oui. Bon, on a des chefs nous aussi, non, Philippe, quand même. Oui, et on est plus rigoureux là-dessus. Bon, je continue là sur mon exposé. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au sein de Facebook, il y a 2 règles qui ont été instaurées.
La première est que chacun prépare des pistes de travail avant même la réunion. Très important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, le syndrome de l'acceptation automatique. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on accepte la réunion, mais on la prépare. Et donc chez Facebook, c'est une des règles. Et surtout, tous les invités doivent connaître obligatoirement l'objectif de la réunion. Voilà, ça c'est 2 règles obligatoires que vous pouvez très rapidement mettre en place, en plus de l'histoire de notre pizza. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut gérer les gens, les personnes, lors d'une réunion, et que, vous savez, vous connaissez certainement, certains d'entre vous connaissent le schéma de la communication dans lequel on va identifier des émetteurs, des récepteurs, un canal qui est une route sur laquelle la communication va cheminer, des codes, c'est-à-dire des codes que nous maîtrisons, et puis il y a les parasites. Les parasites, vous les connaissez, on les a identifiés au travers de 5 profils types qui peuvent changer de nom, mais que globalement vous connaissez en réunion. Il y a le multitâcheur, et ça, je vous laisse deviner. Ça, c'est la personne qui est tout le temps débordée, qui est absorbée par ses écrans, qui est en panique en fait en permanence. Et c'est une personne qui n'est pas, qui va pas nous aider parce qu'elle n'est pas avec nous. Elle est déconcentrée, clairement. Et pour la gérer, moi, j'aurais tendance à vous dire, il y a 2 choses à faire. Premièrement, de manière très habile, après la réunion, on rencontre cette personne et on lui pose la question de savoir pourquoi est-elle distraite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a retenu de la réunion, et surtout, n'hésitez pas à échanger ensemble sur le fait que peut-être que cette personne a fait un peu trop les réunions de manière, on va dire, hystérique. Voilà, et pourquoi pas l'aider à en faire moins, pour une fois. Le 8 mai, vous le connaissez, j'imagine, le 8 mai en réunion. C'est quelqu'un qui est en permanence, voilà, Carole le dit, hein, c'est le 8 mai, c'est le 8 mai. C'est-à-dire que, oui, l'idée est bonne, mais on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver parce que finalement, c'est trop compliqué. Et donc ça, c'est des personnes qui nous empêchent de tourner en rond, qui malheureusement, et surtout au bout d'un moment, vont plomber le moral. Voilà, le pessimiste, c'est ce que dit Fadela, exactement. Le 8 mai, c'est quelqu'un qui va nous plomber le moral et malheureusement, il faut s'en occuper. Alors, la manière la plus habile, c'est de l'encourager la prochaine fois à préparer ses propres pistes de réflexion et de les présenter. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un que l'on va associer à la prise de décision par un apport positif. OK, la prochaine réunion, vous nous préparez un projet de décision ou de solution. Donc, voilà comment l'animateur doit aussi, quelque part, manager, animer ses équipes. Le toujours en retard, ça aussi, vous le connaissez, ou là, toujours en retard, hein, je le, mais ça ne peut pas. Ça, c'est fatigant parce que la réunion a démarré et c'est la personne qui va vous dire, bon, on a été où? Qu'est-ce qui a été dit? Alors, moi, mon idée à moi, c'est de vous dire, surtout, ne faites jamais de compte rendu des 10 premières minutes. Cette personne doit se débrouiller, la prochaine fois, elle n'a qu'à être à l'heure. Et ce que vous pouvez faire, lorsque ça se produit trop souvent, petite astuce que nous pouvons utiliser en formation nous aussi, c'est de dire rendez-vous à 14h pour une réunion à 14h30. Ça évitera les retards de cette personne. Alors, la pipelette ou le bavard? Pareil, celui-là aussi, hein, vous le connaissez. La pipelette, elle est en train de poser des questions à tout le monde. Elle va aussi prendre la parole régulièrement. Elle va enrober ses réponses de faits personnels qui n'ont rien à voir avec la réponse ou avec la question demandée dès le départ. Voilà, on perd du temps, ce n'est pas du concret. Donc ça, ce sont des personnes qu'il faut encourager en les recadrant sur le sujet principal à traiter, en expliquant clairement que très bien, merci de répondre à la question qui a été demandée. Et vous verrez qu'en formalisant votre réunion en amont, ces gens-là vont rentrer dans un cadre. Alors, si vous voyez que ces personnes prennent vraiment trop la parole et qu'elles deviennent fatigantes, instaurez la règle de chacun son tour. C'est-à-dire qu'on donne 3 minutes à chaque personne lors de la réunion pour justement que chacun ait son temps de commentaire. Vous avez l'interrupteur. L'interrupteur, il est ou passionné ou lourd, ça peut arriver. C'est la personne qui vous coupe la parole et qui vous fait perdre vos idées. Vous êtes en train de développer quelque chose et il vous pose des questions sur le pourquoi, le comment, le quand. Alors, moi, l'interrupteur, j'ai rien contre, mais
encore une fois, il faut que ce soit, il faut positiver. Donc, ce que je dirais, pour éviter ce genre de profil, vous définirez en début d'entretien 2 temps. Un temps pour les exposés et un temps pour les questions. Et vous verrez que, comme par hasard, l'interrupteur, lorsqu'on passe au temps des questions, en général, il ne pose pas beaucoup de questions, en fait, parce qu'il n'est pas dans son élément. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer ces profils vers quelque chose de positif. Alors, j'ai Christine qui demande, oui, l'animateur, évidemment, alors, pardon, c'est pas Christine, c'est Florian, excusez-moi, qui demande comment faire participer tous les participants. Bien évidemment, c'est votre rôle. C'est-à-dire que il est même nécessaire et même souhaitable de demander à des personnes moins capées de la réunion de donner leurs solutions. C'est pour éviter le syndrome des hippos, justement. Donc oui, c'est le rôle de l'animateur, c'est d'utiliser toutes les ressources existantes. Oui, Philippe. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'en réunion, on a souvent des personnes qui manquent de confiance en elles, qui bien sûr ne l'avoueront pas, bien sûr ce sera de notoriété publique, mais en cachet. Et donc le rôle de l'animateur, c'est aussi de les valoriser, puisqu'il a estimé qu'elles devaient être présentes. C'est pas pour les laisser se taire pendant 1 heure ou 2 heures. Donc c'est vrai que c'est délicat, parce qu'il faut valoriser ces personnes, il faut en même temps les contenir dans le timing, il ne faut pas non plus que ça aboutisse à quelque chose d'inefficace et que ça n'apporte rien. Et là, c'est tout le talent, effectivement, de celui qui présente. Et également, j'ai vu des remarques par rapport à la tirelire pour ceux qui arrivent en retard, je trouve ça excellent. Et si c'est le grand chef qui arrive en retard, eh ben, voilà, soit il met l'euro dans la tirelire, soit il en met 2 parce qu'il est grand chef et qu'il est doublement responsable d'être en retard. Ça peut être une suggestion. De l'instant où les règles sont bien connues, ce sera bien accepté et très souvent, ça va être du grand chef, évidemment. Il y a d'autres qui disaient, en fait, on a dans son entreprise, il y a des réunions régulières, hebdomadaires, qui étaient plutôt bien cadrées, mais que malheureusement, les gens finissaient par être débordés et se retrouver un peu comme un petit lâcheur. Oui, alors ça veut dire qu'il y avait trop de monde à ces réunions et que tout le monde était convié. Il faut vraiment se poser la question de l'intérêt de la participation de telle ou telle personne à cette réunion. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous dire après, comment résoudre ce problème. On va dérouler, on va continuer notre petite présentation avec maintenant le portrait de la réunion idéale selon l'enquête que l'on a pu mener, que Cadréo a menée. Ce qu'il faut savoir, c'est que idéalement, vous aimez le mardi entre 10h et midi. En tout cas, le créneau 10h midi. Hein, je disais que c'est le moment où on est le plus disponible et concentré. Entre 4 à 6 participants, ouais, on devrait pouvoir se répartir une pizza entre 4 et 6, enfin 2 pizzas, pardon. Et la durée, c'est 30 minutes à 1 heure maximum. Vous trouviez qu'il était nécessaire, la réunion est trop longue. Donc, à 30 minutes à 1 heure, on doit pouvoir être efficace parce qu'on a bien préparé le travail en amont. Et évidemment, la demande récurrente, c'est des réunions avec un ordre du jour clairement défini. Alors, Henri, des réunions debout. Oui, on va en parler. C'est pour la fin. Alors, il y a 3 éléments que je vais évoquer avec vous maintenant pour parler de ce qui, pour nous, va vous permettre de cadrer les réunions. Le premier, c'est les volumes. Il faut savoir que nous, au sein du Florian Mansion Institut, on fait régulièrement des réunions, en fait, et des réunions et surtout des formations aux réunions, à la conduite et l'animation de réunions. Et on a défini 3 grands axes. Le premier, c'est le volume. Alors, la première question à se poser, c'est vraiment de savoir, là je réponds un peu à ce que Laura disait tout à l'heure, ne monter une réunion que si elle est vraiment indispensable. Vraiment. Ça ne sert à rien de la faire. Si vous n'êtes pas certain à 100% qu'elle est indispensable, il y a des entreprises où on part du principe que si une des personnes convoquées émet l'avis selon lequel la réunion n'est pas indispensable, elle n'aura pas lieu. Voilà. Donc, je ne vais pas jusque-là, mais la première question, est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Alors, Loïc, mon associé, qui demande les réunions commerciales du lundi matin. C'est vrai que c'est une pratique courante dans notre entreprise et ça permet, c'est vrai aussi par rapport à la thématique commerciale, d'instaurer une habitude de travail avant même d'attaquer la semaine. Je trouve que c'est une bonne idée, je ne suis pas contre.
Néanmoins, les cadres, semble-t-il, préfèrent ces réunions le mardi, mais pour les fonctions commerciales, je dirais que la semaine est ce qu'elle est, sauf à trouver une autre organisation. Oui, j'aime bien aussi attaquer le lundi matin pour définir un axe d'attaque. La trame, très importante, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une trame? C'est définir un thème, des objectifs, des décisions à prendre. Je suis désolé, j'ai tendance à me reculer, mais bon, voilà, je n'ai pas pu aller chez le coiffeur ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc, le prochain coup, je me rapprocherai plus, mais je mettrai une casquette, je trouve très bien. Alors, la trame est obligatoire et très souvent, elles sont mal définies et mal structurées. Toujours penser de manière à permettre aux collaborateurs de travailler et de préparer les réunions. Invitez-les 5 jours à l'avance, c'est très important. Et 10 si vous pouvez, bien évidemment. Oui, Philippe? Oui, en ce qui concerne la trame, donc l'ordre du jour, hein, non seulement il doit être très précis, très timé, mais il ne faut absolument pas en sortir. Or, il y a toujours le risque que des personnes dans la réunion divergent, veuillent diverger sur des sujets personnels, je veux dire par rapport à leur situation dans l'entreprise, mais qui va concerner leur environnement direct. Très important pour l'animateur de recadrer en permanence, avec le tact qu'il faut, mais aussi parfois la, entre guillemets, sévérité qu'il faut. Très bien, en effet, on est d'accord. Alors, point important aussi quand même, hein, c'est voilà, ce que je disais, vous en tant qu'animateur, lorsque vous êtes animateur, vous devez quand même préparer de manière informelle la réunion. Vous allez avoir des notes, avoir déjà des pistes de réflexion à proposer également, et encore une fois, demander aux collaborateurs de le faire aussi de leur côté. Les règles du jeu, c'est très important aussi. Elles doivent être écrites et connues. Je parle là de respect, d'écoute. Si on est en réunion et qu'on ne veut pas que les multitâcheurs soient arrivés sur leur téléphone ou sur leur PC, on le dit en amont. On rappelle aux collaborateurs qu'ils pourront rallumer leur smartphone en quittant la réunion. Voilà, c'est des règles de base de respect. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dès l'instant où c'est dit une première fois, comme dit Léla, alors oui, la question de comment recadrer avec tact. Recadrer avec tact, c'est le faire souvent, non pas à chaud, mais plutôt dans un deuxième temps. C'est-à-dire que je vais rencontrer la personne concernée, je prends 5 minutes, je bois un café avec, et je lui explique ce qui se passe. Et on va progresser ensemble. Mais plutôt à froid dans un deuxième temps, avec tact. On va parler du contenu. Et là, ce sont les fameuses questions, en fait. Hein, qui, quoi, quand et comment. Alors, évidemment, pour répondre toujours à ce que Laura disait tout à l'heure, posez-vous la question, qui est vraiment concerné par la réunion? C'est très, très important. Vraiment, vous ne pouvez pas répondre à 100% à cette question. C'est que la personne n'a rien à y faire. Hein. C'est très, très important. Le quoi, c'est l'objectif de la réunion. Vous êtes là pourquoi? Pour prendre des décisions. Quelles sont les décisions à prendre? Et c'est des questions auxquelles il faut avoir déjà réfléchi auparavant et annoncer la couleur à vos équipes, bien évidemment. Le quand, est-ce qu'une réunion doit se faire tout de suite ou pas? C'est à vous de vous poser la question et pourquoi pas, avec vos associés ou vos collaborateurs, il y a peut-être un timing avant de lancer une réunion, il y a peut-être des études à faire. Donc, alors, j'ai David qui nous dit, pourquoi recadrer avec tact? Il faut recadrer sévèrement. Ce ne sont plus des enfants. Alors, oui, dans un deuxième temps. C'est-à-dire que, bien évidemment, les règles du jeu doivent être rappelées fermement et avec rigueur. Il faut quand même laisser un temps d'apprentissage aux enfants, mais parfois aux collaborateurs qui ont besoin d'être recadrés à plusieurs reprises. Philippe. Oui, quand je disais il faut recadrer sévèrement, entre guillemets, effectivement, j'ai mis des guillemets pour une seule raison, c'est qu'il faut rester correct. Mais la correction n'exclut pas la fermeté. On peut, par exemple, faire référence au temps perdu pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un comportement, on va dire, perturbateur dans une réunion, quels qu'en soient les tenants et aboutissants, il fait perdre du temps non seulement à tout le monde, mais aussi à l'intérêt commun, c'est-à-dire à la structure ou à l'entreprise.
Il y a Dominique qui nous dit que le lundi, c'est Ninuche. Bon, c'est vrai. C'est un peu simple comme choix. Dans ce cas-là, créez vos réunions au moment que vous trouvez le plus efficace pour vous et vos collaborateurs, en fait. Si le cycle commercial le permet, mais on ferait vos réunions le mardi ou le mercredi, en fait. Il n'y a pas de règle. Hein, chaque organisation a ses priorités, a son fonctionnement. On pourrait faire des réunions le vendredi, ce n'est pas une difficulté. Après, l'enquête nous donne quelques éléments de réponse sur que les cadres aiment bien, en fait. Voilà. On va aller sur le comment. Quel est le meilleur moyen de faire une réunion? Et là, on est sur le lieu, en fait. Hein, pardon, sur le où. C'est-à-dire, est-ce qu'on le formalise? Le lieu également aussi. Est-ce qu'on a un lieu idéal pour l'organiser? Voilà 4 questions auxquelles vous devez vous poser et auxquelles vous devez répondre noir sur blanc avant même de la démarrer. Allons sur la tenue de la réunion. Alors, le timing idéal, c'est 52 minutes maxi. C'est le temps qui correspond à la concentration que vous allez obtenir de vos collaborateurs. Au-delà, vous allez les perdre. Il y a des réunions vraiment rallongées. J'ai vu que certaines réunions pouvaient durer plus de 7 heures. Je ne sais pas combien de 7 heures. C'est compliqué, je pense, de garder les esprits éveillés au-delà. Toujours rappeler l'objet de la réunion en démarrage, avec les règles du jeu. Un point très important que j'aurais pu développer, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, c'est les jeux de rôle en fait. Enfin, pas les jeux de rôle, les rôles. Vous pouvez attribuer des rôles aux personnes présentes. Il peut y avoir un script, il peut y avoir une pause d'explication, il peut y avoir un leader, toujours d'ailleurs, hein, il y a toujours un leader. Je t'en prie, Philippe. Oui, Augustin, j'ai Carole qui dit, peut-on également imposer un temps de réunion? Alors, je pense que c'est indispensable de le cadrer dans au moins une fourchette réduite. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à ce qu'on déborde et qu'on déborde à chaque fois. Alors, Loïc disait, c'est bien de se réunir une heure avant ou 2 heures avant le déjeuner parce qu'il y a une limite, effectivement, surtout en France, on aime bien s'arrêter pour le déjeuner de midi, mais je crois que de toute façon, ça n'exclut pas que toute réunion doit être cadrée également sur le timing et ce timing respecté au plus près. C'est ça. Tout à l'heure, vous allez me demander d'arrêter et d'aller manger. Je ne peux pas le dire, oui. mais en tout cas, pas encore, il n'y est pas encore. Mais Loïc a raison, en fait, c'est une bonne technique pour timer la réunion. Et tu as raison également d'insister sur le fait qu'une réunion a une heure de début, stricte d'ailleurs, et une heure de fin. Et il faut peut-être même, dans les rôles, tu sais, attribuer, donner à une personne ce rôle du temps, le gardien du temps, oui, qui donne la parole aux uns aux autres, 2, 3 minutes, 4 minutes, qui passe au temps des questions. Au bout d'un quart d'heure, on a exposé. Maintenant, passons aux questions. C'est en faisant cela que vous allez structurer et donner aussi de la valeur à l'ensemble des collaborateurs qui la composent. Oui, alors Augustin, si tu me permets, j'ai vu déjà appliquer la méthode suivante, c'est que 10 minutes avant la fin prévue de la réunion, il y avait effectivement une personne ou un timer qui résonnait. Une personne parlait tout à l'heure d'offrir des montres à ceux qui sont en retard, pourquoi pas, mais les offrir aussi avec une alerte qui les prévienne suffisamment. Il ne faut pas louper la réunion, mais aussi, pourquoi pas, l'alerte de dire dans 10 minutes c'est terminé, donc concluez. Après, il y a des signaux visuels, on parlait de schéma de la communication. L'animateur peut commencer à ranger ses dossiers, à plier bagages, en fait, pour bien montrer par l'image, en plus de la parole, qu'on arrive au bout de la réunion. En général, ça aussi, ça marche bien. Même à l'entretien, quand vous avez quelqu'un de trop long en face de vous, il y a des techniques qui permettent d'annoncer la fin. Je commence à baisser les volets, à couper le chauffage. Je prépare la fin de la réunion par d'autres canaux. Alors, autre élément important aussi, c'est évidemment le compte-rendu. Alors, 48 heures, c'est peut-être un peu court, mais au moins 48 heures et au plus tard, 78 heures plus tard, il faut que le compte-rendu soit envoyé à l'ensemble des participants. Une réunion où il n'y a pas eu de compte-rendu est une réunion qui va être oubliée assez rapidement. Innovez aussi. N'hésitez pas,
quelqu'un disait tout à l'heure, des réunions debout. Oui, on peut très bien faire des réunions debout. On peut très bien. Il y avait un grand patron d'un grand groupe qui avait défini des réunions avec une promenade. Elle durait 1 heure et il y avait un lieu d'arrivée et un lieu de retour. Donc, on retournait au bureau. Et à la fin de la réunion, il fallait avoir trouvé les solutions aux questions posées. Donc, vous pouvez innover et vous amuser à faire des choses qui sortent un petit peu de la normale, tout en structurant votre réunion, bien sûr. Alors, voilà les points qui, selon moi, sont les plus importants, que ce soit au niveau du contenu, de la tenue ou des volumes. Voilà quelques pistes de réflexion qui nous ont inspiré aussi à nous, des grands patrons. Tu voulais dire quelque chose aussi, Philippe? Oui, alors là, je me permets de rebondir sur la remarque de Marie Caspar, que celui qui n'arrive jamais en retard n'est jamais débordé, jette la première pierre. Alors, je regrette de contredire un petit peu, mais quand on veut être à l'heure, c'est une question de respect, c'est comme dans la vie. Il y a des gens qui ont le quart d'heure perso, comme le quart d'heure montpelliérain, nîmois, toulousain ou autre. Quand on veut respecter les choses, on les respecte. Bien sûr que tout le monde peut avoir un contretemps, heureux ou malheureux. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire de la perfection absolue, mais quand on est respectueux dans la vie, on l'est pour l'arrivée à l'heure aux réunions. Là, on parle d'attitude, en fait. C'est-à-dire, Oui, il faut comprendre que les entreprises, si les cadres, les collaborateurs sont tout le temps en retard, c'est qu'il y a un problème global d'organisation. Il faut faire remonter l'information aux dirigeants et faire en sorte que, parce que c'est une source de stress pour la personne qui arrive aussi quand même. Débarquer en réunion en retard, c'est pas très agréable non plus. Donc, ça veut dire, s'il y a un problème d'organisation, ça c'est à mettre noir sur blanc, il faut créer une réunion là-dessus, et dire peut-être qu'on a un problème avec les réunions, qu'il y en a trop, et qu'on en impose trop à nos équipes. Et moi, dans ce que je présente là, c'est plus la problématique de l'attitude. Les personnes qui sont systématiquement en retard en réunion ou à autre chose. Ce qui est important, c'est le respect. Et elles seront tout le temps en retard si les règles du jeu ne sont pas claires et si on ne l'a pas rappelé. Voilà. Mais vraiment, là, on est plus sur l'attitude et sur la posture à avoir avec une bienveillance. Et donc, voilà, s'il y a trop de réunions, ben, il faut peut-être en faire moins et on évitera les problèmes comme ça. Je reviens rapidement, quelle que soit la réunion, pour développer des motivations, pour définir des missions, pour mener l'entretien annuel, parce qu'une réunion peut se faire à deux aussi, effectuer un bilan d'activité. Ce qui est le plus important, c'est s'assurer que les sujets vraiment importants sont les plus importants. Voilà. C'est vraiment la base. Et ne pas oublier que chacun a un rôle à jouer. On disait tout à l'heure, la question de Florian était très pertinente. Est-ce que toute l'équipe doit participer? Et évidemment qu'elle doit participer. Une réunion n'a pas lieu d'être si chacun n'apporte pas sa pierre à l'édifice. Et il y a des techniques pour faire parler les moins bavards. Il y a des techniques aussi pour proposer justement dans l'organisation même, à tour de rôle, un temps à chacun. Voilà un petit peu notre vision et ce que nous prônons habituellement lors de nos formations et lors de nos propres réunions. En tout cas, on essaie de s'y tenir. Alors, combien de réunions générales d'entreprise par an? Alors, il y a différents types de réunions. Il y a les réunions qui peuvent être trimestrielles pour faire des points d'activité. Il y a des réunions qui peuvent se faire toutes les semaines. En fait, elles sont liées soit hebdomadaires, soit même bi-hebdomadaires, soit 3 par semaine. Tout dépend du type de réunion. L'entretien annuel d'évaluation a lieu 1 fois par an. La réunion, le bilan d'activité trimestriel, pour son nom. Donc, à chaque réunion, il faut vraiment définir un timing. Il y a des réunions pour agir vite, travailler sur les motivations, répondre à une urgence, à des réunions de crise. Et là, on va les mettre en place le plus rapidement possible. Ce sont des points que l'on pourra développer ultérieurement. Je voulais juste vous donner quelque part les grandes postures à mener, quelques pistes de réflexion. Mais bien évidemment,
chaque entreprise a ses habitudes et chaque réunion correspond à une problématique et donc une récurrence qui va avec. La différence entre un point d'équipe et une réunion. Bon, pour moi, un point d'équipe reste une réunion, en fait. Ce qui se passe, c'est que la différence, c'est plus ce qui va être dit. Un point d'équipe concerne seulement une équipe concernée par une problématique d'un même département ou différentes compétences par rapport à un sujet précis. Et une réunion plus classique peut intégrer des personnes extérieures aussi, peut intégrer des membres de l'entreprise. Encore une fois, je ne différencie pas les réunions par rapport à cela, c'est plutôt par rapport à qui est vraiment concerné par le sujet à traiter. Être à l'heure n'est pas la garantie d'une efficacité. Nous sommes d'accord. Être à l'heure est la garantie d'un travail en commun sur une durée. Après, il faut appliquer les autres règles. C'est-à-dire que, bien évidemment, moi, ce qui se passe, c'est que pour moi, ne pas être à l'heure peut me perturber moi-même, parce que je ne suis pas à l'heure. Et quand quelqu'un débarque et qui n'est pas à l'heure, ça me perturbe, parce que ça m'oblige à re-expliquer ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment embêtant. Mais être à l'heure est une règle parmi d'autres, en fait. Hein. Philippe? Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de respect élémentaire. Si on exclut évidemment les contretemps, les vrais contretemps, ceux contre lesquels on ne peut pas grand-chose, mais le problème, c'est que ces contretemps peuvent devenir légion si on laisse faire. Alors, ce qui est très désagréable, c'est que les personnes qui arrivent en retard se permettent justement de demander un compte-rendu sur ce qu'ils ont loupé. C'est-à-dire que là, ce n'est pas 10 minutes qu'on perd, c'est 2 fois 10 minutes, voire plus. Donc, il faut au moins avoir, je dirais, la politesse de se faire petit quand on arrive en retard, de s'excuser très rapidement et surtout de ne pas perturber davantage. Alors, nous avons une question sur la réunion annuelle. Est-ce qu'en début d'année, est-elle obligatoire? Elle est obligatoire si j'ai quelque chose à dire à mes équipes. Par exemple, si je souhaite leur donner les grandes lignes de conduite de mon entreprise, et ça marche pour toutes les boîtes en fait, hein, la PME, la TPE, la grande entreprise. Si j'ai un sujet à traiter pour donner les grandes lignes stratégiques de mon entreprise et annoncer derrière des actions qui vont être menées, bien sûr, ma réunion annuelle a un objectif. Ça ne va pas être une grande messe pour dépenser de l'argent dans des petits fours, en fait. Non, la réunion annuelle a vraiment un intérêt dès l'instant où elle a un objectif, c'est-à-dire communiquer une stratégie. Comment faire remarquer à des personnes plus haut placées qu'elles sont en retard? Moi, ces personnes plus haut placées, quand elles sont en retard, encore une fois, pour éviter tout conflit, soit je vais les voir, il y en a pas, en expliquant que ça nous a retardé, ou alors, de manière commune, et là c'est toute l'équipe en fait, hein, on ne revient pas, on ne refait pas un point sur ce qui a été dit, on passe à l'étape suivante et on lui fait comprendre qu'on rattrapera des sujets plus tard, voire même après la réunion. Je ne serai pas très... Être en retard une fois, ça me va, mais de manière permanente, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, hein, c'est 10 minutes de perdu et 10 minutes à 4 personnes ou à 5 personnes, ça fait de l'argent quand même. Philippe? Oui, alors j'ai une personne, Claire, qui dit attendre en dehors de la salle avec tous les participants avant que le grand chef arrive. Bon, je pense que c'est une boutade, oui. Mais effectivement, si le grand chef a l'habitude d'arriver systématiquement en retard, ça peut être pas mal. Parce que par rapport à la question sur le tact et puis la difficulté qu'on a des fois à faire remarquer quelque chose à son N+1, N+2, etc., ça peut être quelque chose d'intéressant, mais à condition que ça soit fait qu'une fois et qu'ils comprennent. Voire même on l'appelle, hein, on lui passe un petit coup de fil. Hein. On vous attend, on est prêt, chef. C'est aussi... On est prêt, c'est on commence. On commence, tout à fait. Et oui, je pense que ça permettra de faire passer le message. Oui, nous sommes d'accord. Une petite allusion à l'exemplarité, si ce n'est celle de Napoléon, celle qu'on doit avoir théoriquement lorsqu'on est chef ou leader ou animateur d'une réunion, c'est qu'effectivement, on doit être à l'heure. Comment le demander aux autres si on ne l'est pas soi-même? Alors, j'ai une question intéressante. Que faire si un participant ne se sent pas concerné? Alors, c'est vrai que
c'est une posture, c'est une attitude. Là, c'est le rôle de l'animateur. La première chose à faire, c'est… Alors déjà, si on a en amont préparé la réunion et on s'est posé la question de savoir si tous les participants sont importants, on passe après à la problématique de la posture. Donc, si ce participant insiste pour ne pas jouer le jeu, on va l'interroger, on va lui poser des questions, on va l'intégrer aux problématiques. Et si cette personne ne fait toujours pas le job, la fois d'après, on ne le convoque pas, tout simplement. On va le voir, on lui explique on va le questionner sur son non-implication. Et si cette personne ne se sent pas concernée, tant pis pour elle, hein, je vais vous dire, avançons sans elle. Le but, c'est d'avancer. Alors, par principe, notre dirigeant est toujours à l'heure. Oui, par principe. Et là, je mets tout le monde dans le même panier. Hein. C'est aussi bien les dirigeants que les collaborateurs. Évidemment. Bien évidemment. Bon, il y a Cathy qui dit qu'on a enfin parlé de Napoléon. Bon, il fallait bien qu'on en parle un peu. Il y a d'autres paraboles que l'on pourrait utiliser sur le sujet des réunions aussi. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On peut continuer encore quelques minutes. On parlait des retards par rapport à la visio aussi. Qu'est-ce qu'une réunion en visio? En fait, qu'en est-il? Oui, mais pour moi, une réunion en visio, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Elle a une forme particulière. La réunion en visio, elle va démarrer à l'heure, hein, et puis elle terminera à l'heure, en fait, comme compris. C'est-à-dire que, a priori, on a encore des minutes devant nous. La réunion en visio est très intéressante parce qu'elle nous oblige aussi à structurer le temps de parole. C'est-à-dire que quand on est 5 ou 6, il faut vraiment que chacun ait le temps d'exposer ce qu'il a exposé. Ce matin, nous avons fait une réunion avec toute l'équipe du Formation Institut. Nous étions 6 ou 7. Et chacun a eu son temps de parole avant de conclure ensemble sur des sujets qui nous semblent intéressants. Elle est aussi valable qu'une réunion de travail en physique. Oui, Augustin, si tu me permets une petite remarque, mais peut-être j'anticipe certainement sur ce que tu allais dire après, notamment à la fin du webinaire, mais une réunion, ça se conclut. Et en fait, il est très important, bien sûr, de la préparer, de la démarrer, de l'animer, mais aussi de la conclure. Qui fait quoi et quel est le timing, quel est l'échéancier à venir? Ça fait partie des règles de base, en fait. Hein. La conclusion, elle a été annoncée, et donc, on sait qu'on a traité les différents points. S'il reste encore des points importants à traiter, ce que je propose, moi, en général, c'est de dire, écoutez, ce 4e point, on le traitera à la prochaine réunion, commencer à bosser dessus pour déjà arriver avec des réponses à ce sujet. Et s'il faut, on reprogramme. Je préfère aller au bout de différents sujets que de balayer les sujets parce qu'on va être en retard. J'ai une très bonne question de Loïc. En salle, comment se placer? Alors, moi, lorsque je fais des formations au sein du cabinet et des réunions, on a des chevalets et chacun est placé de manière stratégique à l'avance. Bien évidemment, on essaie de mélanger les équipes lors d'une réunion pour éviter des clans. Oui, il y a une stratégie qui peut être mise en place. Alors, si on fait le choix d'une réunion très, très formatée, elle peut être beaucoup plus informelle, encore une fois. Le leader, celui qui anime, doit être lui-même, doit avoir une posture et se placer également par rapport aux autres. Lorsqu'il y a un bavard, n'hésitez pas à vous rapprocher. Hein, vous marchez vers la personne, vous verrez que cette personne va baisser la voix au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Ce sont des techniques de communication qu'on va évoquer ensemble à l'occasion de prochaines réunions. Le compte-rendu est parfois absent ou transmis trop tard. Donc, du coup, pour moi, ça, c'est un problème parce que la réunion ne peut pas donner lieu à des actions derrière s'il n'y a pas de compte-rendu, s'il n'y a pas de suivi. Donc, malheureusement, c'est une réunion qui ne sera pas efficace, qui aura pu bien se passer et qui, à mon avis, il va falloir reprendre sur ces thématiques du compte-rendu. Et si on n'arrive pas à les faire correctement, on donne le rôle à quelqu'un dans l'équipe. Et si possible, on le responsabilise en demandant à cette personne s'il s'en sent capable. Voilà. C'est cette technique de management. Être naturel et surtout humain, évidemment, on est d'accord. Hein. On est en réunion, hein. Ça peut être convivial aussi et ça peut être agréable. C'est surtout le but. La réunion, vous le voyez aujourd'hui, hein, elle nous manque. Hein. Ça fait maintenant
4 semaines qu'on n'en fait pas, que ces moments-là, on ne les vit plus. Pensons justement à les rendre encore plus agréables, plus humaines, mais surtout plus efficaces aussi, hein. Bon, je vais peut-être conclure maintenant parce que, comme toute réunion, il faut qu'on arrive au bout de questions. Et sachez que vous aurez, comme Loïc nous le rappelle, il y aura un replay, hein, avec tout ce qui a été dit. Je suis à votre disposition aussi, bien évidemment, pour. Je vous enverrai un mail personnellement à tous avec le replay et le PowerPoint. Philippe sera en copie aussi, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on vous répondra avec grand plaisir. J'aimerais conclure de la manière suivante. J'aime bien cette image parce que pour moi, une réunion, c'est ça, hein, Philippe. On est la réunion, mais il y a c'est un cercle, chacun a un rôle à jouer. Si le cercle comment dire, d'où l'expression table ronde, ça avait du sens. Si le cercle se rompt, la communication n'est plus là. Chacun a un rôle très important à jouer. Il faut simplement bien le maîtriser, bien l'organiser, donner ce rôle à jouer à chacun, être bienveillant, j'insiste pour tout le monde en fait, hein. Et voilà, ça a été un grand plaisir de passer du temps avec vous. Absolument. Gardez cette image en tête. Sachez qu'on refera des réunions bientôt, j'espère dans pas trop longtemps, et que maintenant vous avez quelques pistes de réflexion. Si vous n'avez pas la quiche, faites autre chose. Si vous aimez les pizzas, tant mieux. Voilà, vous avez quelques. Les sandwichs, hein. Pardon? Ça marche aussi avec les sandwichs. Ça marche avec des sandwichs, mais pas plus de 5 sandwichs, hein. Et enfin, je voulais vous rappeler que maintenant que vous savez tout sur les réunions, que vous en savez beaucoup, à partir donc le 17 avril, vous pourrez continuer à vous former avec un webinaire animé par Stéphane Detré et Loïc Douillère. Donc, allez vite vous inscrire déjà, motivez vos équipes. Et voilà, il me reste à tous à vous souhaiter un bon appétit. Un grand merci pour ces questions. Ça a été un plaisir une fois de plus. Merci Philippe pour ta participation et ta contribution. Et à toi aussi, à tout le monde. À très bientôt et le replay arrive dans la journée. À bientôt à tous. À bientôt.